toujours ravi de vous avoir de nouveau pour une nouvelle séance qui porte sur les instruments de paiement de crédit destinés aux étudiants de S4. Alors, lors de la dernière séance, on a parlé des mentions obligatoires, sans lesquelles on ne peut pas parler du chèque. Aujourd'hui, on va voir les mentions facultatives. Ça veut dire que le législateur a laissé le choix, la liberté, au tireur de les mettre ou pas sur le document, bien sûr, le moyen de paiement qui est le chèque. Alors, ce sont des mentions que les parties demeurent libres de porter sur le chèque. Il s'agit du nom du bénéficiaire. Le nom du bénéficiaire n'est pas obligé de le mentionner sur le chèque, dans la mesure où on peut trouver des chèques qui sont émis au porteur, c'est-à-dire sans indication du nom du bénéficiaire, comme on peut trouver des chèques en blanc, sans aucune indication, et il est alors considéré émis au porteur. Il peut aussi être stipulé payable à une personne dénommée, ou bien à son ordre quand on parle d'un chèque nominatif. Dans ce cas, le bénéficiaire ne peut le transmettre que par endossement, quand la réglementation le souhaite. Mais l'endossement du chèque ne peut jamais être fait en garantie, dans la mesure où, comme on a vu lors des dernières séances, le chèque de garantie est interdit parce qu'on est en train de parler d'un instrument de paiement et non pas un instrument de crédit. Le chèque peut être émis au nom du tireur lui-même. Et on parle du chèque de retrait. Quand on porte la mention à l'ordre de moi-même. La clause non endossable, ou bien non à ordre. Cette clause ne peut être utile que lorsque le chèque est nominatif, puisque le chèque au porteur, ou bien le chèque en blanc, est transmissible par simple tradition, ça veut dire de main à main. On peut trouver une autre forme de chèque, c'est le chèque barré. Et ce sont les dispositions des articles 280 à 282 du Code de commerce. Il consiste, le chèque barré, à tracer sur le recto du chèque deux barres parallèles. Il ne sera alors payé qu'à un banquier ou bien à un client du banquier. Une manière, entre autres, de réduire le risque ou bien les risques de vol et de perte. Et on rejoint toujours la notion de la sécurisation de ce moyen de paiement. Au niveau du barrement, alors le barrement peut être général comme il peut être spécial. Le barrement général, s'il ne porte entre les barres aucune désignation ou la mention d'établissement de crédit. Par contre, on est face à un barrement spécial quand il y a une précision de l'institution ou bien de la personne entre les deux barres parallèles. Le barrement général peut être transformé en barrement spécial, mais à aucun moment on peut dire que le barrement spécial peut devenir un barrement général, dans la mesure où toute rayure ou bien tout effacement du chèque réduit en ayant le document comme un moyen de paiement valable. Comme il ne peut être payé qu'à une banque, le chèque barré a été conçu pour éviter les risques de perte et le risque de vol. Mais l'effet de cette technique reste limité
lorsqu'il est possible d'endosser le chèque barré au profit d'un bénéficiaire, mais à condition qu'il soit un bénéficiaire de bonne foi. Par conséquent, la meilleure mention pour éviter la perte ou le vol du chèque est d'ajouter la mention non endossable. Autre forme du chèque, il s'agit du chèque certifié. On parle de la certification. Le chèque certifié est mentionné à l'article 242 du Code de commerce. La certification remplace l'acceptation qu'on trouve dans d'autres moyens de paiement ou bien d'autres moyens de crédit. Comme le chèque est payable à vue, il n'a pas besoin d'être accepté. L'article 242 du Code de commerce interdit d'une façon expresse l'acceptation du chèque et toute mention d'acceptation, dit-il, est réputée non écrite. La certification est faite par la banque tirée qui porte au recto du chèque la mention certifiée et bien sûr la signature de la personne tirée. Elle doit alors bloquer la provision correspondante au moment du chèque au profit du porteur, mais seulement jusqu'au terme du délai de la présentation, comme on va voir plus tard, qui est estimé à 20 jours selon les dispositions de l'article 268 du Code de commerce. Ainsi, ce sont les conditions de forme imposées par le législateur marocain, mais une question s'impose en ce qui concerne les questions de forme. Les questions de forme du chèque, quand on revient au Code, on trouve que le Code ne réserve pas de dispositions particulières aux conditions de forme. Ces conditions se réduisent aux exigences qu'on trouve dans le droit commun et dans le barrière des obligations et des contrats, exception faite pour la provision. Alors, les dispositions qu'on trouve dans le barrière des obligations et des contrats sont valables quand on parle de la capacité et quand on parle du consenteur. Au niveau cambiaire, on va miser et on va mettre l'accent sur la provision comme une condition phare du chèque. La provision est une somme d'argent mise à la disposition du tireur, chez le tiré, au moment de la création du chèque. Tout chèque sans provision n'est qu'un papier nul d'un point de vue commercial. Cette définition, qui résulte de l'esprit de l'article 241, mérite des observations relatives au contenu de la provision, au moment de son existence et la question de son transfert. À vrai dire, la provision, c'est elle le noyau dur de la matière. La provision, elle se chevauche, et par le biais de la circulation de cette provision, elle se chevauche avec plusieurs systèmes et plusieurs branches, à savoir le droit cambiaire, le droit bancaire et même le droit pénal. En ce qui concerne le contenu de la provision, cette provision, elle peut se constituer soit par le dépôt de fonds chez la banque, c'est-à-dire par le versement de sommes d'argent dans le compte du client, soit par la remise des faits de commerce à l'encaissement par la banque pour le compte de son client, à savoir la lettre de change, les billets à ordre ou bien
l'échec. La simple remise de ces effets au banquier ne constitue pas bien évidemment la provision et ne donne pas droit d'émettre des chèques sous peine d'émission de chèques sans provision. Cette provision, au niveau de la réalité, n'existera qu'après l'encaissement de ces effets par la banque. Et ce sont les dispositions de l'article 502 du Code de commerce qui nous éclaircit là-dessus. En cas de besoin d'argent, en cas de besoin de fonds par le client, et en attente du transfert de cette provision sur le compte du client, la banque peut procéder à plusieurs types de procédures, ou bien plusieurs types de moyens. Soit à l'escompte des effets, moyennant des ajouts, bien sûr, la banque acquiert alors la propriété des effets par la voie de l'endossement translatif et devient redevable de leur montant qu'elle doit inscrire aussitôt sur le compte du client. Il y a un transfert de fonds. Il y a toujours la possibilité d'avoir cette provision en avance, mais à condition, quand il s'agit de l'escompte, c'est de transférer la propriété de ces effets vers la banque. C'est une opération par laquelle la banque vous avance le montant d'une créance représenté par un effet de commerce et le produit de l'escompte est porté au crédit de votre compte. Autre technique possible, c'est l'avance sur recouvrement en créditant immédiatement le compte du client du montant des effets remis à l'encaissement, et la banque n'acquiert pas la propriété des effets, elle reste un simple mandataire et octroie seulement une avance, ça veut dire elle octroie un crédit à son client en attendant l'encaissement des effets. La provision peut aussi résulter d'une ouverture de crédit, mais il convient de distinguer entre une ouverture de crédit qui résulte d'une convention entre le client et la banque et les simples facilités de caisse, qui ne sont que des tolérances bancaires que le banquier peut procéder ou bien peut décider de rendre subitement et sans préavis. Les facilités de caisse, c'est une provision que la banque peut mettre sur le compte du bénéficiaire ou bien du client, mais à condition de la restituer une fois la provision est accréditée sur le compte de la personne. Ces facilités de caisse est source de problèmes dans la mesure où on peut trouver une application du droit bancaire ou bien une application du droit pénal plutôt, parce que faute de maîtrise de cette provision sous forme de facilité de caisse, la personne peut se trouver face à un chèque sans provision. Une question très importante quand on parle de la provision, c'est le moment de l'existence de cette provision. Suivant les dispositions de l'article 241 du Code de commerce, il est prévu que les fonds doivent être à la disposition du tireur dès le moment de la création du titre. Cette disposition exigeant l'existence de la provision au moment de la création du chèque se trouve être en contradiction, du moins dépassée par la nouvelle tendance de la politique pénale en ce qui concerne l'émission des chèques sans provision, et qui ne requiert la constitution de la provision qu'au moment de la présentation du chèque et du paiement, et non pas au moment de la création du chèque. Et ce sont les dispositions
de l'article 316 du Code de commerce qui la provision n'est pas une condition de validité du chèque. Un chèque sans provision n'est pas nul. Il est bien un chèque, mais l'absence ou bien l'insuffisance de la provision au moment de la présentation du chèque au paiement donne lieu à des sanctions pénales. Le transfert de la propriété de la provision nécessite une lecture et une analyse profonde. L'émission du chèque a pour effet de transférer la propriété de la provision détenue par le banquier au bénéficiaire du chèque. Cette propriété passera ensuite à tout nouveau porteur du chèque, que ce soit par le biais de la tradition ou bien par le biais de l'endossement. Ce transfert de la propriété de la provision du tireur au porteur a sur le plan juridique des conséquences d'une grande importance. Par exemple, ni le décès du tireur, ni son incapacité survenue après l'émission du chèque ne peuvent affecter le droit du porteur, dans la mesure où le décès et la provision, ou bien le décès du tireur, qui survient après le fait de donner un chèque, n'a aucune conséquence sur la validité du chèque au niveau juridique. La même chose pour la liquidation et le redressement judiciaire. Cette institution ne peut empêcher le paiement du chèque établi avant la mise en œuvre du redressement ou bien de la liquidation judiciaire. Une chose très importante aussi au niveau de la circulation du chèque, c'est la justification d'identité. L'article 251 du Code de commerce a consacré officiellement l'obligation pour toute personne qui remet un chèque en paiement de justifier de son identité au moyen d'un document officiel portant sa photographie. Comme le texte parle de toute personne qui remet un chèque, il serait judicieux de savoir de quelle personne il s'agit. S'agit-il du tireur qui doit justifier de son identité lorsqu'il remet le chèque en paiement à son créancier, ou bien est-ce qu'il s'agit du porteur lorsqu'il présente le chèque à la banque pour recouvrement? À notre avis, il ne peut s'agir que du tireur pour les raisons suivantes. D'une part, parce que le texte parle de la personne qui remet le chèque en paiement dans le sens de l'émission, car si le législateur avait l'intention de viser le bénéficiaire, il aurait parlé de toute personne qui présente un chèque et non pas qui remet ce chèque. D'autre part, ce qui conforte encore cette position, c'est que l'article 251 du Code de commerce figure parmi les dispositions du premier chapitre relatif à la création du chèque et non pas dans le 4e chapitre relatif à la présentation et au paiement du chèque. Dès lors, on pourrait penser qu'il aurait été plus simple pour lever toute ambiguïté que le texte de l'article 251 emploie le terme tireur au lieu de l'expression générale toute personne. C'est que cette expression englobe même le bénéficiaire d'un chèque qui peut le remettre en paiement à un nouveau bénéficiaire en l'endossant, auquel cas il doit aussi justifier de son identité. Et c'est la raison pour laquelle on doit dire que les dispositions juridiques dans n'importe quelle branche doivent être d'une clarté et d'une précision suffisantes afin de faciliter la tâche aux protagonistes
de la matière. En ce qui concerne la circulation du chèque, le chèque au porteur ou bien le chèque à blanc se transmet par tradition. S'il est nominatif, il convient de distinguer entre deux choses. S'il est non à ordre ou non endossable, il peut se transmettre que par cession de créance. S'il est à ordre, il est transmissible par endossement, soit par un endossement translatif de propriété, soit par un endossement à titre de procuration et en pratique en cas de remise à l'encaissement par la banque. L'endossement du chèque ne peut jamais être fait en garantie. Et on a précisé cette difficulté ou bien cette interdiction dans la mesure où le chèque, d'une façon générale, ne peut jamais être un chèque de garantie. Quand on parle de la provision, ou bien quand on parle du chèque, il faut préciser les dispositions qui sont mises en œuvre par le législateur dans un cadre protecteur de ce moyen de payer. Le chèque bénéficie naturellement de la protection du système cambiaire, mais il se distingue aussi par une protection traditionnelle, une réglementation bancaire et une réglementation pénale. En ce qui concerne le système cambiaire, comme les autres effets de commerce, le chèque, qu'il soit civil ou bien commercial, est également soumis au droit cambiaire. La présentation au paiement du chèque, elle peut se faire dès le jour de l'émission, puisque le chèque est payable à vue. Le porteur dispose néanmoins d'un certain délai pendant lequel il doit présenter le chèque au paiement sous peine de perdre son droit au recours cambiaire. Au niveau législatif et au niveau de la réglementation qui figure dans le Code de commerce, les délais sont de 20 jours pour les chèques émis au Maroc et de 60 jours pour les chèques émis à l'étranger. Et on sait très bien qu'un chèque émis à l'étranger reste valable dans le contexte juridique marocain du moment où on parle du commerce international et de la circulation internationale des capitaux. Après l'expiration du délai de 20 jours, ou bien du délai de présentation, s'il a la provision, le tiré, ça veut dire la banque, est tenu quand même de payer. Et ce sont les dispositions de l'article 271 du Code de commerce qui le prévoit en disant que le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. La question qui se pose, que se passerait-il si la banque refuse de payer? Comme réponse, on fait référence à l'article 319 du Code de commerce qui a prévu une amende allant de 5 000 à 50 000 dirhams contre le banquier qui refuse de payer un chèque dont le délai de présentation a expiré. Et cet article prévoit effectivement, dans le 3e alinéa, que le tiré qui contrevient aux dispositions de l'article 271 peut être sanctionné à la sanction prévue dans le même article. Si la provision est insuffisante, le tiré a désormais l'obligation de proposer au porteur le paiement jusqu'à concurrence de la provision disponible. Dans ce cas, ce dernier ne peut pas refuser ce paiement et doit délivrer une quittance au tiré et mention de ce paiement partiel doit être faite. Et la
aussi, ce sont les dispositions de l'article 273 du Code de commerce qui lutte. Le porteur est alors tenu de faire protester le chèque pour le surplus exactement comme pour le défaut total de paiement du chèque. Au niveau de la pratique, il faut dire que actuellement dans le système bancaire, les banques refusent tout paiement même s'il ne s'agit que d'une insuffisance dérisoire. Après avoir vu la réglementation de la provision au niveau de l'administration bancaire, on a mis l'accent sur la circulation et on a mis l'accent sur la protection de cette provision et la protection du chèque même au niveau juridique. Ainsi, je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup.